Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël Defoucault et Angélique Gimnez, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Alors, ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Bonjour Angélique. Bonjour Raphaël. Alors, un nouvel épisode, toutes les deux, qui vient dans la continuité de notre saga sur les émotions. Après le 242 sur nos émotions sont nos alliés, on a fait la joie en 246, la peur en 248, la colère en 253, la tristesse en 256. Et là, pour notre épisode 261, on est toujours à la quête de mieux comprendre nos émotions et on va parler de cette dernière émotion dite primaire. Et on part, berk, à la découverte du dégoût. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors moi, je dirais que c'est une émotion qui est bien méconnue et qui mérite le détour. Alors tu vois, toutes ces petites expressions qu'on peut utiliser, je ne peux pas la sentir, il me sort pas les yeux, je suis allergique à celui-ci, j'ai des hauts de cœur, ça m'écoeure, ça me lève le cœur, ça me donne la nausée, j'ai cru tourner de l'œil, il me rend malade, je peux pas le blairer, j'en ai par-dessus la tête, ça me répugne. Toutes ces expressions, en fait, qu'on utilise quotidiennement, en fait, elles viennent en dire bien plus que ce qu'on l'imagine. Oui, et en plus, tu as dit burk en introduction. T'aurais un parti pris? Alors, c'est une émotion qui, effectivement, m'est pas très connue ou qui est plus inconnue pour moi que les autres et sur lequel je suis particulièrement contente de venir travailler avec toi. Alors, vous vous rendez compte, hein, chacun d'entre vous, que vous avez des odeurs, des personnes ou des situations qui vous inspirent un profond rejet. Ça peut être influencé, on va le voir, par quoi? C'est des questions que j'ai envie de te poser, Angélique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur nos relations aussi? Alors, ça va être un petit peu le plan de tout ce qu'on va travailler. Allez, je change de regard. Dis-moi, Angélique, le dégoût, comment ça se manifeste? C'est quoi le dégoût? Alors, je crois qu'on va commencer par le plus simple. C'est dans tout ce que tu as donné comme expression, on va donner déjà le dégoût. On pourrait laisser penser chacun à quelque chose qu'on n'aime pas. Si effectivement tu disais c'est haut le cœur, cette chose que tu pourrais mettre dans ta bouche, parce qu'on t'a dit, alors il y en a qui connaissent pas, mais l'huile de foie de morue, quand on était petit, bah c'est bon pour la santé. Et effectivement, quand on approchait ça de notre nez, même, c'était même pas en bouche, t'avais une espèce de haut le cœur, voilà, c'est, oh, pardon, hein, on va le dire très clairement, c'est ce qui fait que d'ailleurs, si on insiste et qu'on enfourne, comme on dit, la cuillère dans la bouche de l'enfant, il est capable de vomir. Donc, le dégoût, au départ, il est fait notamment pour nous garder en vie, mais physiquement. C'est-à-dire, une chose que l'on avale, que l'on considère comme un poison, on est capable de le vomir. Alors, bien évidemment, l'huile de foie de morue, c'était pas un poison, hein. Il y a des choses, ah bah, je pense aux médicaments aussi. Des fois, on prend des médicaments. D'ailleurs, aujourd'hui, ils essaient de donner des goûts aux médicaments. Et il y a des choses dont on n'apprécie pas le goût, pas la texture. Il y a plein de choses, voilà, qui font que, du coup, notre corps veut pas le recevoir et du coup, on est capable de le vomir et de le rejeter. Donc, déjà, des goûts, c'est hyper important. Il faut se rappeler une chose. Tous les mammifères ne sont pas capables de vomir. Rendre, d'ailleurs, c'est ça aussi, des fois on dit, t'as rendu ton repas, voilà, c'est rendre, c'est jeter à l'extérieur, cette capacité à pouvoir vomir, c'est une façon de ne pas être empoisonné. Donc, ça, c'est déjà très important. Après, d'un point de vue psychique, mental, voilà, et du coup relationnel, le dégoût, ben, faut qu'on ait un peu la même idée en tête. C'est, il y a des gens, finalement, oui, ils nous répugnent, voilà, on est aversif à ces gens-là. Alors, il y a l'expression, on peut pas les sentir. Alors, possiblement, c'est vrai que c'est pas très sympa ce qu'on va dire, Raphaël, ce matin, mais leur odeur peut nous incommoder. Mais le fait est que, ben oui, d'un point de vue olfactif, il y a des odeurs qui nous attirent, d'autres pas. Et du coup, on n'est pas enclin à apprécier l'odeur de tout le monde, donc il y a déjà ça. Et puis ensuite, il y a le physique, l'attitude de l'autre qui fait qu'on est enclin à aller vers ou à éviter de, c'est-à-dire effectivement un côté aversif et répulsif. Donc le dégoût, c'est ce sentiment de retrait par rapport à une personne, soit, et là effectivement on peut dire mince, c'est du jugement de l'autre. Ah oui, mais quand on ne peut pas sentir quelqu'un, on peut pas le voir parce que ça nous incommode, faut accepter ça.
Alors, on peut pas apprécier tout le monde. Et sur le plan psychique et relationnel, et là c'est important, c'est pas la personne qui nous rebute, ce sont certaines de ses attitudes. Je donne un exemple parce que maintenant nos auditeurs doivent commencer à me connaître un tout petit peu, vu que tu m'as fait revenir plusieurs fois. Je suis une amoureuse des animaux. Si je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il prend plaisir à frapper son animal domestique, pour moi c'est rédhibitoire. Si c'est rien que ça, pour moi c'est impossible. Je sors du jeu, je sors de la relation, et du coup le dégoût, malgré que ça ait l'air pas très engageant à la base, c'est hyper important parce que ça nous montre que non, je ne peux pas aller vers cette personne parce que son comportement est aux antipodes de mes propres valeurs et de ce que je suis capable de supporter. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire finalement. Moi, dans mon cas, ça serait quelqu'un qui ment. Je suis plus capable de le voir cette personne après. Du coup, quelque part, le dégoût a énormément de liens avec nos valeurs. Exact, complètement. Si, tu sais, c'est s'approcher et possiblement être obligé de partager une relation ou un morceau de vie avec quelqu'un qui a des valeurs aux antipodes des nôtres, ça serait comme s'empoisonner. Et du coup, le risque, c'est quoi d'ailleurs? C'est se perdre soi-même et possiblement même faire une dépression. On se perdrait soi. Et finalement, ça pose la question, du coup, est-ce que c'est ça ou pas le dégoût? Parce que si on n'était pas dégoûté par des attitudes de certaines personnes, peut-être on aimerait tout le monde. Tu vois, ça peut paraître, s'il y avait pas ce truc-là, on aimerait tout le monde. Oui. Sauf que, là, on pourrait renvoyer notamment à l'expérience de Milgram qui avait été faite à une époque, ou alors à certaines personnes, y compris qui sont capables de maltraiter d'autres gens. Parce que moi, j'ai donné l'exemple des animaux. Et ça voudrait dire qu'on aimerait tous les gens, pardon de le dire comme ça, mais y compris ceux qui possiblement frappent les enfants, décident de tuer un tel. Du coup, le dégoût, je crois qu'il nous permet d'accéder aussi à une espèce de sens moral et de sens collectif. Il est au cœur de notre humanité, parce que on peut même se dégoûter soi-même. Parfois, on peut faire une action, tu sais, sur le coup de la colère, sur le coup de la surprise. Et après, on a un mouvement de recul. Et là, d'ailleurs, on finit par avoir le dégoût de soi-même, c'est la honte, on se replie. J'ai fait quelque chose que jamais je n'aurais cru pensable de faire. Et dans ces cas-là, effectivement, on se rejette soi-même. Donc, ça nous aide aussi à garder une forme d'humanité. D'accord, donc en fait, faire attention à son émotion de dégoût est aussi une belle manière de pouvoir se connecter à ses valeurs et de mieux se connaître soi-même quelque part. Oui, oui, à nos valeurs et effectivement à celles qui nous engagent à partager avec les autres et possiblement, souvent, tu sais, on parle de culpabilité pour les gens qui font quelque chose de mal sur le comportement, mais le dégoût et la honte qui vont avec, c'est aussi être capable d'être dégoûté de l'attitude de quelqu'un quand on regarde, ou de certaines choses, quand on regarde les actualités, ou de certaines de nos attitudes. J'ai envie de te dire, c'est ça aussi de pouvoir le ressentir. Ça nous évite mais d'aller au pire et de faire des choses, finalement, que plus tard on porterait finalement une espèce de honte qui d'ailleurs des fois perdure en transgénérationnel, hein, on y reviendra. C'est le dégoût, c'est aussi finalement le sentiment qui va avec, c'est la honte. Ok, oui, ça on en parlera, ça fera l'objet de prochains podcasts que nous ferons là. Et on retravaillera, on a fait un épisode déjà sur la honte, mais on le retravaillera ensemble. Ça fait penser à quelqu'un qui me racontait en entretien il n'y a pas très longtemps que, en fait, quand il était en relation avec les autres, de temps en temps, il se sentait pas forcément attiré par certaines personnes et plus attiré par d'autres, et qu'en fait, ça le gênait cette personne, en disant mais c'est pas bien, je regarde les gens, je les juge avant de les rencontrer. Et en fait, ce qui serait intéressant pour cette personne-là, c'est de se poser la question sur en fait, qu'est-ce que je recherche moi dans une relation? Quelles sont les valeurs qui sont les miennes et sont celles que je pourrais mettre en lien avec les personnes que je rencontre? Tu dis quelque chose d'important là aussi, c'est souvent on dit aux gens, c'est pas bien de juger. Euh, le jugement, c'est-à-dire c'est pas nous qui décidons si l'autre a fait quelque chose de bien ou pas, mais avoir une évaluation justement de qu'est-ce que je peux supporter, tolérer chez l'autre. Ça indique aussi ce que je suis capable de tolérer chez moi. Et effectivement, c'est derrière le mot jugement, il y a comment je suis en train d'évaluer au fond
ce vers quoi je peux aller qui me donne de la joie, de l'enthousiasme, que j'ai à cœur d'aller voir et faire. Et puis il y a les autres, finalement, où je peux pas aller, ça parle de nous aussi. C'est bon, bah, à cet endroit-là, c'est pas seulement je juge l'autre, mais il a des valeurs qui ne sont pas compatibles, finalement, avec les miennes. Alors, à la limite, en tant qu'être humain, la personne me va. Un humain est un humain. Et en même temps, je perçois que non, ça n'est pas bon pour moi et en tout cas, ça ne pourra pas matcher entre nous. Et c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure, il y a d'un côté les gens qu'on a à cœur de rencontrer et de partager, et puis il y a d'autres où on peut, à la limite, c'est pas possible. On serait écœuré de partager les mêmes modes de pensée, les mêmes comportements. Donc, ça ne veut pas dire que possiblement on aurait du mal, mais on n'est pas fait finalement pour partager notre quotidien avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le genre humain, et en même temps, effectivement, on ne peut pas partager les mêmes modes de pensée que tout le monde. Très intéressant. Donc globalement, en fait, il n'y a pas de culpabilité. Là, on rajoute encore un nouveau mot dont on reparlera plus tard. Il n'y a pas de culpabilité à avoir lorsque on sent qu'on a des affinités avec certains et moins d'affinités avec d'autres. Exact. C'est une indication justement. Souvent, on a l'impression que c'est une indication par rapport à l'autre. C'est surtout une indication par rapport à nous. Du coup, ce qui pourrait expliquer aussi, c'est que si on prend dans une sphère un petit peu plus proche, qui est celle de la famille, où les gens dans sa propre famille sont des gens qu'on ne choisit pas, du coup, contrairement à ses amis, donc on a tendance à ses amis à aller avec des gérants, avec des personnes avec lesquelles on partage des valeurs en commun, en fait, en général. Très intéressant aussi, je note au passage, pour des personnes qui sont en recherche de couple, de pouvoir s'accorder par rapport à ça et de se poser ces questions-là sur l'accordage des valeurs. C'est quelque chose qui est important. Donc, à tous les célibataires qui nous écoutent, réfléchissez à vos valeurs. C'est intéressant et important pour vous permettre de pouvoir vous mettre en lien avec d'autres. Maintenant, je reviens dans cette sphère familiale qui est plus proche, où il y en a certains avec lesquels on a plus d'affinités que d'autres. Ça voudrait dire que c'est OK de ne pas avoir d'affinité avec tout le monde, donc ne pas s'en culpabiliser. Et à côté de ça, reconnaître ses propres valeurs et accueillir les valeurs de l'autre qui ne sont pas forcément ni mieux ni moins bien. Elles sont simplement différentes où la hiérarchie des valeurs n'est pas la même. Oui. Et tu dis quelque chose de fondamental là, Raphaël, c'est que tu as dit effectivement on ne choisit pas sa famille. On l'a subi, on pourrait même dire finalement, bah on est parachuté dedans. Alors on va le décomposer en plusieurs aspects. La nature est super bien faite parce que heureusement une maman et un papa ou des parents quand ils ont un bébé, finalement il y a le contact olfactif. T'as vu, ça commence par ça. Donc ça veut dire quand même à la base, d'un point de vue physiologique, quand même on arrive à se sentir dans la famille. C'est ce qu'on disait au début, hein. Oui. C'est il va y avoir le corporel, le visuel, puis après il va y avoir le mental. Et normalement, d'ailleurs, un bébé, d'ailleurs, tout le monde aime bien, ça sent bon un bébé. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, on est bien conçu. On est conçu pour aimer l'odeur du bébé, donc pour permettre cet accordage. Et puis petit à petit, bah, quand on grandit, alors, est-ce qu'on aime toujours sentir nos ados quand ils grandissent? Je te fais un petit clin d'œil. Bon, il y a des fois, effectivement, ça sent l'adolescent, mais c'est les changements aussi. Et le fait est que ça doit se dire aussi pourquoi j'amène cette thématique, c'est hyper important. Parce que c'est aussi, dans les familles, pouvoir dire avec délicatesse, c'est vrai, nos odeurs corporelles, elles changent, donc ça peut repousser certaines personnes. Et du coup, on prend soin, voilà, on met un peu plus de déodorant, voilà, on accorde aussi nos odeurs dans le foyer familial. Et du coup, on grandit et on se supporte en termes d'odeur, voilà, globalement dans un même foyer. Après, sur le plan mental et sur le plan psychologique, est-ce qu'on va se supporter? Bah, au départ, les enfants et les ados sont façonnés par leurs parents, donc on se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est supportable ou pas. C'est ça et c'est pas autrement. Finalement, on est modelé un petit peu comme ça, comme ça. Et au fur et à mesure qu'on grandit, quand même, t'as même des enfants, une dizaine d'années ou des ados, qui sont capables de dire je supporte plus mon parent quand il fait ça. Possiblement même, ça me dégoûte. C'est ou je suis deg qu'ils reconnaissent pas telle ou telle chose. Ça doit être entendu. Ça veut pas dire qu'on n'aime plus sa famille, ni son parent, ni qu'on la rejette dans l'intégralité. Mais ça veut bien dire qu'on commence aussi à faire une sélection par rapport à qu'est-ce que je suis moi en capacité de supporter, d'aimer, d'apprécier et de rappeler qu'au sein des familles,
des fois, il se passe aussi des choses qui sont insupportables et que, du coup, pouvoir en être dégoûté, c'est aussi, important. Globalement, le dégoût par rapport à certaines actions de certaines personnes, ça doit continuer à nous guider tous d'ailleurs, vers le sens de l'autre, le sens de notre humanité et la bienveillance dans les familles. Si une famille va bien, globalement et qu'elle est très saine, de toute façon, on va partager des valeurs communes et l'expérience du dégoût devrait être, moindre. Possiblement, c'est plutôt vers, l'extérieur. Par contre, c'est aussi d'apprendre à supporter, l'extérieur. Et on peut en arriver à être écœuré aussi du comportement, de ses propres parents, de son frère ou sa sœur, je sais pas, des grands-parents. Et ça veut pas dire qu'on ne les aime plus, qu'on les rejette, mais ça veut dire que vraiment il y a quelque chose où on a une valeur qu'on ne supporte plus ou qu'on ne supporte pas de la famille. Donc derrière, ça va demander, résolution. Ce qu'il y a souvent, c'est que une fois qu'on en est là, les gens veulent, jeter. Tu sais, il y a cette vieille expression qui dit: «Jeter le bébé avec l'eau du bain». Bah, l'eau du bain, quand le bébé a fait caca dedans, je suis désolée de le dire comme ça, mais elle est sale. Ça peut nous dégoûter, mais on jette pas bébé. On le sort du bain et puis on discute avec lui et puis on change l'eau. Le dégoût, il est mal vécu par beaucoup parce que comme tu disais, berk, berk, berk. Et en même temps, berk, 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 même quand on parle de pipi ou caca, ça parle de notre humanité. Et que tant mieux qu'on puisse être à certains moments écœuré ou dégoûté de quelque chose, c'est aussi l'antidote. Peut-être, si notre parent il nous ordonne de faire du mal à quelqu'un, de pouvoir dire non. Maintenant qu'on a fait un petit tour, autour de la compréhension, en fait, de cette émotion et ce qu'elle vient, dire, en fait, comment est-ce que dans le corps, elle se traduit? Globalement, tu as déjà donné des expressions là tout à l'heure, burp, burp, burp. La nausée, et c'est effectivement être nauséeux. On donne l'expression avoir mal au cœur. En vérité, c'est sur l'estomac que ça se joue, pas sur le cœur. Mais ça montre, je suis écœurée par rapport à mes valeurs et ça me plombe sur l'estomac. Donc le dégoût, d'un point de vue physiologique, ça va s'axer au niveau de l'estomac avec un sentiment à la fois de lourdeur, ça passe pas. Vous voyez, on peut être dégoûté de quelque chose et ça nous coupe l'appétit parce que ça bloque à cet endroit-là et ça va donner un petit peu de. Alors on dit souvent est-ce que c'est chaud? C'est plutôt le sentiment que ça brûle. Ça peut faire même remonter dans le tube digestif et jusque dans la gorge, ça peut gratter. Ce qu'on appelle des aigreurs, tu sais, de l'amertume. On a du reflux gastrique. Un aliment qu'on mange et qui a été mauvais pour nous, il peut nous amener justement des brûlures après, du reflux gastrique. Et globalement, c'est ça qui fait qu'après, on sera aversif de cet aliment. Et le fait est que d'un point de vue physiologique, même quand il se passe des choses du registre, on va dire, émotionnel et psychologique, mental, on peut avoir exactement les mêmes réactions. Il y a plein d'expressions, tu sais, se dire, des fois quand quelqu'un a eu des comportements, après se dire, j'arrive pas à l'avaler, ça me reste sur l'estomac, j'arrive pas à digérer ce que tu m'as dit. Voilà, donc on reste sur des expressions qui sont tout à fait saines. Et ça rejoint au niveau donc l'estomac et ce que l'on appelle aussi dans le système nerveux autonome le nerf vague. Le nerf vague, là, il est vague parce qu'il est très très long, passe derrière notre cou et du coup qui est en lien aussi avec le bas du visage. Ensuite, nous raccorde jusqu'à l'estomac et l'intestin. Et ça permet de dire quoi aussi? Les petits, des fois, les ados, ils savent dire, je suis deg. Bon, ils sont peut-être un peu deg de beaucoup de choses, mais c'est intéressant. C'est parce qu'ils font le tri, justement, quelque part. Ils se cherchent. Un petit, ça peut pas te dire je suis deg. Dis pas ça. Alors, soit ça vomit son repas, c'est une bonne façon de te le montrer, mais c'est pas toujours non plus parce qu'il vomit pas forcément parce qu'il aime pas le repas. Un petit, ça peut avoir une réaction spontanée aussi de vomissement parce qu'il y a quelque chose qu'il perçoit, qui l'atteint fort et il peut pas le dire. Et du coup, c'est une autre façon finalement de le dire. Et parfois un petit, quand il dit qu'il a mal au ventre, en vérité, le nerf vague, il va jusque-là, c'est l'estomac et en dessous, les intestins aussi. Finalement, quand on est dégoûté, quand ça nous rend malade, c'est ça aussi cette expression, ça nous rend malade, à vomir ou avoir mal au ventre, et puis effectivement derrière devoir aller aux toilettes de façon urgente. Les enfants, quand ils ont mal au ventre, faut se poser la question, c'est
possiblement, ils ont peur de la maîtresse, de quelque chose, mais il y a aussi possiblement, ils sont deg de devoir aller à l'école quand même, ou deg de pas être assez protégés, tu vois, deg de pas être entendus. Donc, chez le petit, le dégoût, il peut occasionner pas forcément un mal à l'estomac, mais un mal à l'intestin. Mmh. Faut pouvoir l'entendre aussi. Souvent, on dit c'est parce qu'ils ont peur. Pas seulement. Ça peut être aussi une forme de dégoût, mais qu'ils ne sauront pas exprimer. Mmh. Et du coup, si je résume, donc système nerveux autonome, donc là, ça active la partie plutôt parasympathique. Oui. La partie parasympathique, donc ralentissement, et du coup, avec ce mal d'estomac et une sensation un peu de brûlure, plutôt de chaleur, Ouais, oui, mais vraiment, d'être brûlé. Tu vois, comme d'être quoi. brûlé, comme être brûlé. On parlait tout à l'heure, toi, des animaux quelqu'un qui va frapper un animal, ça va juste te dégoûter, pour toi, c'est juste pas possible. Moi, des personnes qui vont mentir, euh, mais très souvent, ça va aussi se traduire par de la colère, parce qu'on Oui. va l'exprimer de manière plutôt agressive. Donc, en fait, c'est cette émotion, pourtant, malgré tout, qui ralentit, qu'est-ce qui fait qu'elle nous agite comme ça aussi? Bah, parce que une fois que tu as eu le choc, tu vois que tu as été ralenti aussi, voilà. Ta Ok. personne est écœurée. D'ailleurs, tu as deux options. Possiblement, bah, du coup, comme tu donnais par rapport au mensonge, soit tu te mets après, une fois passé ça, tu vas réagir. Et effectivement, tu vas te mettre en colère, hein, et tu vas faire valoir tes droits, voilà, et tu vas redire, hein, que c'est insupportable, ce qui peut légitimer d'ailleurs et justifier une rupture, hein, de relation, hein, c'est insupportable. Mhm. Soit pour certains, à l'inverse, après, ils vont être profondément tristes, tu vois, ils vont pas avoir les moyens de lutter. Moi, si je vois quelqu'un maltraiter son animal et que c'est le propriétaire, il est chez lui, que de toute façon légalement, je peux difficilement faire quelque chose. Une fois qu'il y aura eu le dégoût, alors pareil, hein, je vais mettre fin à la relation si c'est quelqu'un que je connais, mais du coup, je vais être dans une profonde tristesse de ne pas pouvoir agir à certains endroits. Donc parfois, ça va activer la colère parce qu'on sait, tu vois, qu'on peut aussi avoir un champ d'action et on rebondit finalement. Alors, ben, du coup, ça nous emmène vers une forme de tristesse. Et dans les deux cas, oui, ça va abîmer la relation, de toute façon. Oui, ça Le c'est. résultat, il est là, hein. Aurais-tu quelques clés ou conseils pour permettre d'apprivoiser en fait cette émotion de dégoût? Je crois que déjà, avec ce qu'on a fait sur les premières émotions, ça, c'est déjà la première façon de l'apprivoiser parce que toutes les autres sont plus communément citées, reconnues, je pense, aussi par les gens. Parfois, dégoût est oublié. C'est vrai, c'est quand même pas si fréquent que les gens utilisent et reconnaissent le dégoût, hein, ou l'écœurement, ils le disent moins facilement. Et ils viennent souvent au sentiment plutôt de honte. Et c'est de revenir quand même, c'est à cette émotion. Le dégoût, c'est une émotion normale et naturelle. Donc à la fois pour rejeter ce qui pourrait être un poison d'un point de vue physiologique, et de l'autre côté aussi pour rejeter les attitudes de certaines personnes et s'en éloigner. Donc ça nous remet sur notre bon chemin à nous, ce qui est en accord avec nous, et ça nous éloigne des autres. Donc c'est vraiment d'apprendre à la décoder et ça sous-tend ce qu'on a fait jusque-là, vérifier. Alors, est-ce que ça ressemblerait, c'est lourd et froid et dans le bas du ventre, c'est de la tristesse? Est-ce que c'est chaud, ça pétille dans tous les sens, j'ai envie de cracher du feu, c'est de la colère, hein, Est-ce que c'est plutôt, ben, j'ai mon cœur qui se met à battre et tout, et du coup, je m'active comme si je voulais fuir. Et en même temps, parfois, je suis figée aussi. Est-ce que c'est de la peur? Et ou, tiens, non, c'est un truc que j'ai sur l'estomac qui est un petit peu lourd, ça peut même brûler. Et là, tu vas ah non, c'est dégoût. C'est dégoût qui est là. Et dégoût, ça signe, c'est au fond, qu'est-ce qui est si insupportable pour moi? À quel endroit, là, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable? Et du coup, qu'est-ce qui fait que, ben, étrangement, je m'éloigne d'un tel ou d'un tel, ou je m'éloigne de telle activité? Hein, c'est régulièrement de revenir à s'entraîner à décortiquer les différentes émotions. Elle est relativement facile à repérer quand même, parce que souvent, il y a un poids sur l'estomac. On a vu que
le dégoût était une émotion qui était en lien avec les valeurs, mais la question que je me pose aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu éducationnel aussi là derrière? Oui, si je dis une bêtise, hein, je reprends ton exemple, si dans la famille, le fait de ne pas mentir, donc l'honnêteté, la probité, la franchise, hein, tout ce qu'on peut dire, c'est hyper important. Et que dans ta famille à toi, papa et maman, pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont mis un accent particulier là-dessus. Donc, tu as été élevé en disant, attention, hein, si tu mens, tu seras puni. Bon, donc déjà, voilà. Mais si l'enfant, on lui redit souvent et que il perçoit possiblement, ouh là là, mais possiblement, ça pourrait être pire. Si je mens, il pourrait même finir par me rejeter. Parce que je me souviens, la dernière fois, papa, il a fini par plus causer à son collègue de travail parce qu'il avait menti. Tu vois, c'est dans le poids de l'éducation, si l'enfant finit par entendre ou sentir que ça peut aller jusqu'au rejet, là, bah, du coup, effectivement, le mensonge va devenir quelque chose d'aversif pour lui adulte et pour toi pour le coup presque ça va devenir du coup impossible, hein, c'est à supporter. Et c'est parce que on a senti aussi plus petit que possiblement ça pouvait faire qu'on soit rejeté. On peut aussi avoir été rejeté, évincé d'un groupe parce qu'on partageait pas les mêmes codes, les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire. Et du coup, il y a du dégoût. Et je vais prendre un autre exemple que je connais bien, Raphaël, c'est possiblement si tu as été mis à l'écart d'un groupe petit parce que tu étais un peu plus gros ou pas tout à fait de la même couleur, voilà, que les autres, eh ben, globalement, possiblement, le sentiment de rejet, ça va faire qu'effectivement, après, même toi, tu peux te rejeter, ne pas supporter ta couleur de peau, ne pas supporter ton corps. Finalement, c'est le rejet par certains, donc qui soient dégoûtés par certaines attitudes, parce qu'on les a encodés comme ça eux aussi. Ça fait que, ben, tu vis le rejet et possiblement derrière toi aussi, tu peux finir par être, ben, soit tu adhères, tu rejettes tous les gens qui sont gros, tous les gens qui sont de couleur, par exemple, soit effectivement, t'adhères pas, mais possiblement toi-même, tu peux te rejeter aussi et pas supporter ta couleur de peau et ta forme de corps, quoi. Mmh. Mmh. Oui, donc il y a vraiment un lien. Est-ce que, on aurait comme un espèce de censeur à l'intérieur de nous, c'est bien, c'est mal et que c'est là que vient se jouer le dégoût et s'exprimer cette émotion de dégoût? Alors, je pense que le c'est bien, c'est mal, ça revient à un sens moral éducatif, le bien, le mal, et on serait plutôt autour de la culpabilité, tu vois. Ouais, voilà, on va revenir sur ça. Le dégoût, c'est vraiment parfois c'est plus fort que nous, c'est insupportable. Il y a quelque chose de beaucoup plus primitif et de beaucoup plus sensoriel, tu vois, dans le dégoût, hein. Et vraiment, avec cette idée, c'est très très fort quand même le dégoût. C'est que parfois aussi, c'est l'idée, c'est ça peut sauver la vie, quoi. Le dégoût, avoir des aversions on ne contrôle pas vis-à-vis de certaines choses, ça nous sauve la mise. Donc c'est, je dirais, c'est Chose, événement, personne, ouais. peut vraiment nous sauver la muse. Et puis tu sais, le bien et le mal, des fois, on n'est pas en train de dire que c'est bien, justement, ni que c'est mal. On peut négocier avec, tu vois. Et puis, tu as fait quelque chose de mal, tu as une sanction, une punition, et t'es réintégré. Tu vois, il y a une espèce d'encodage, hein, et puis on peut parler dessus. Le dégoût, c'est vraiment, on va vraiment vers ce côté, il y a quelque chose en nous, ça devient aversif, c'est répulsif, et globalement, c'est plus difficile à réfléchir et à penser. Non, non, c'est le dégoût, c'est ce qui va faire que possiblement on va partir dans la honte ou qu'on va mettre entre guillemets la honte sur quelqu'un d'autre. Donc ça parle de quelque chose, c'est le rejet de l'humain et notre humanité. Alors que le bien, le mal, c'est plus par rapport aux codes sociaux et aux actions, tu vois, qu'on a au quotidien. Ceci étant, des fois, tu peux avoir les deux. Comme ça, quand on travaillera sur honte et culpabilité, on va retrouver que des fois les deux, effectivement, se maillent et se mêlent. C'est beaucoup plus, à mon avis, plus aisé de sortir du problème du bien et du mal et de la culpabilité et d'être réintégré. Il y a une sanction, ok, on est puni, c'était mal, on corrige une faute, on rectifie. Le dégoût, une fois qu'on se sent rejeté ou qu'on se rejette soi-même ou qu'on est dégoûté par quelqu'un ou quelque chose,
revenir, c'est déjà beaucoup plus difficile. Faisons-nous confiance un petit peu par rapport à ce que nous ressentons. D'où l'importance de laisser émerger toutes ces émotions. Et hop, je me lance. En résumé, le dégoût, 1, je dirais, permet de rejeter ou d'éloigner quelque chose ou quelqu'un ou un événement menaçant. 2, est en partie construit par nos valeurs, notre culture et nos expériences. Et 3, il influence nos choix et nos relations. Et c'est bon. Oui, j'allais dire, on en est doté et je pense même que c'est aussi fondamental que la peur pour nous protéger, tu vois, pour protéger dans la vie. La petite mousse de la semaine nous envole grâce à Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « Dis-moi ce que tu honores et je te dirai ce que tu es. Dis-moi ce qui te dégoûte et je te dirai ce que tu crains. » Merci Antoine. Antoine, oui, c'est ça. Il parle bien. Merci mille fois Angélique de ce partage autour du dégoût et de la meilleure compréhension de cette émotion assez méconnue. Et puis avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.